C'est quoi l'indépendance émotionnelle? Hein? Tu t'es posé la question? Qu'est-ce que c'est l'indépendance? Réfléchis 2 secondes, c'est quoi? Ça veut dire ne pas dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour être heureux. Ton bonheur ne dépend de rien, de personne. C'est pas des influences extérieures qui déterminent ce que tu ressens émotionnellement. Les stimuli du monde extérieur, l'idée, c'est de toujours les sentir, de ne pas être un robot, de ne pas être un zombie, de ne pas être mort. Tu les sens, tu as une émotion, tu l'observes et tu la laisses partir aussi vite qu'elle est venue. Genre, papa. C'est ça le rythme. Une mauvaise émotion, ah! Et puis tu te calmes, waouh. Et après, quand tu es calme, tu réagis. Et le mec qui est très fort, qui est très indépendant émotionnellement, ça va aller très vite. Un gros pic d'émotion, revenir à la normale extrêmement rapidement. Souvent, tu vois, quand tu es énervé, si tu ne te gères pas, ça peut durer plusieurs jours. Et ça te gâche la journée, ça te gâche la semaine. Si tu le gères bien, ça dure 1 heure. Si tu le gères très très bien, ça dure 20 minutes. Si tu es un maître, ça dure 45 secondes. Attention hein, les gars, vous n'allez pas devenir des maîtres en 5 minutes, mais la leçon d'aujourd'hui est là pour vous amener tranquillement à un niveau de maîtrise intéressant. Camille qui dit « Quand on a un handicap mental, ça demande encore plus d'efforts pour se contrôler. Oui, mais c'est aussi plus d'opportunités. » On n'a pas des handicaps mentaux. Souvent, on a des déséquilibres mentaux. Je suis déséquilibré. Si vous êtes autour de moi, les gars, pensez-y. Peut-être, vous avez une attirance pour le déséquilibre ou vous êtes vous-même déséquilibré. C'est très possible. Moi, honnêtement, je pense que la population des BL est composée à 70% de déséquilibrés. Et ça ne me fait pas peur. On a vocation à maîtriser nos déséquilibres pour en faire une force. À l'image de votre gourou. Que suis-je à part un homme atteint d'un trouble de l'identité narcissique aiguë au point que j'aurais dû finir à la rue ou être en échec social complet? Je suis un obsédé sexuel qui a vraiment une addiction au sexe et qui par exhibitionnisme a besoin de montrer sa bite au reste du monde. Je suis un déséquilibré, de A à Z. Et pourtant, je ne me fais pas arrêter dans la rue parce que je montre ma bite aux gens. Et pourtant, je ne suis pas exclu socialement. Et pourtant, je ne suis pas un clochard. Et pourtant, excuse-moi, j'ai des amis, j'ai des copines. Ça va. Et j'ai dû travailler très dur pour maîtriser mon déséquilibre. Et c'est ce qu'on fait dans DBL. La discipline, on cadre d'abord nos journées, puis on cadre notre vie. Et notre déséquilibre devient une force énorme. Je vais vous dire, hein, les gars qui sont un peu insipides, ils n'ont pas de problème, tu vois, il n'y a pas d'accident de la vie avec ces gens-là, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de bonne surprise non plus, hein. Ils vont rien faire de spectaculaire, à aucun moment ils ont un destin unique, ces gens-là. Moi je pense ici qu'on a beaucoup de destins particuliers. On va faire de nos déséquilibres une force. On est en thérapie sur Domination by Love. L'amour est une forme de thérapie, le travail est une forme de thérapie, on est là pour ça. Et on va commencer tout de suite avec de la vente. Et je vais vous vendre mon programme Sextao. En gros, ça va être un outil qui va vous permettre de ne pas partir en couille quand vous avez des excès d'énergie, parce que vous allez en avoir. En gros, le Sextao est là pour t'apprendre le contrôle émotionnel. Ces sensations qu'on a sur les mains, sur les jambes, sur le dos, on leur donne pas trop de noms. On donne des noms à nos sensations génitales. On appelle ça le désir, l'excitation ou la frustration. Les sensations dans la poitrine, on appelle ça les émotions. Ah ouais, je te le dis, hein, les émotions, ça peut se définir, c'est à la fois des sensations physiques dans la poitrine qui souvent s'accompagnent, tout le temps en fait, de parasites mentaux, c'est-à-dire d'idées qui tournent en boucle sans se solutionner et qui te parasitent l'esprit en fait. Et donc l'idée c'est que ces sensations, déjà on peut les auto-stimuler, c'est comme une masturbation où tu t'auto-stimules les sensations génitales, ben, le bonheur ou le malheur tu peux l'auto-stimuler par une activité mentale et pas que. Tu peux ensuite déplacer ces sensations dans le corps et ça devient un automassage. Et le Sextao, c'est tout ça. Je vais commencer par un petit peu de storytelling au niveau du contrôle émotionnel. Je vais vous parler un petit peu de ma vie. Voilà, prenons le temps et après, on fait de la pratique. Je vais vous donner des instructions précises. Il se trouve que j'ai une prédisposition au contrôle émotionnel. J'ai toujours été un gars qui se gère émotionnellement. Même dans ma famille. Mon père était nerveux, très émotif, hein. Mon frère aussi. Attention, hein, c'est pas des fiottes. C'est plutôt l'inverse, c'est des gars très virils, très agressifs. Eux, quand ils partent dans les émotions, bah, ils deviennent violents.
Il gueule, il tape, voilà quoi. Moi non, j'étais toujours très calme. Mais faut pas croire qu'ils se dominent, faut pas croire que c'est une bonne chose. Quand ils deviennent violents, ils deviennent incohérents. Quand ils se mettent à hurler, ils hurlent n'importe quoi. Ils prennent des mauvaises décisions, ils s'engagent sur des conneries, et puis ils font des actions qu'ils regrettent. Et ils font du mal aux gens qu'ils aiment, ils se font du mal à eux-mêmes. C'est pas une bonne chose. Tandis que péter un plomb régulièrement à la maison, moi je restais calme, toujours. J'étais comme ça. J'avais le corps qui était fait comme ça. Ça avait aussi un défaut, c'est que moi, quand on m'agressait, quand on me mettait des coups de pression, au lieu de spontanément réagir et d'être, on va dire, flexible et de taper en retour ou dire quelque chose en retour, je tétanisais. Et il a fallu que je me confronte à la vie, il a fallu que je fasse de la boxe, il a fallu que j'ouvre ma gueule en public pour arrêter de tétaniser, tu vois, et commencer à réagir. Donc j'ai fait le chemin inverse. Moi, je suis le gars un peu introverti, je sais que ça se voit pas. Bah, imagine le travail que j'ai fait. Donc je suis le gars un peu trop calme, un peu introverti, qui s'est poussé tout seul. Ça veut pas dire que j'étais pas narcissique, hein, tu vois. Tu peux être introverti et penser tout seul comme un connard que t'es le meilleur du monde. C'était un peu mon cas. Et puis finalement, j'ai appris à ouvrir ma gueule, à réagir. Et quand on me rentre dedans, aujourd'hui, j'ouvre ma gueule. Mais au bon moment, je me laisse pas dominer. Bon voilà, je te le dis, j'ai une prédisposition à garder mon calme. Une grosse prédisposition. Je m'en suis pas contenté. J'ai eu un maître. Tétouze, c'est un type qui faisait du spectacle de rue avec moi, qui avait une grande sagesse. C'était un type qui avait beaucoup voyagé en Inde, mais c'était pas un touriste ou c'était pas un baba cool. Non, c'était un artiste de rue, c'était un guerrier. Et il me disait tout le temps cette phrase qui est « Moi, je m'attends à voir les montagnes s'écrouler. Je suis prêt. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec était prêt à voir le monde s'écrouler et faire « Ok, j'accepte, c'est comme ça. Le monde s'est écroulé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et il m'a enseigné cette chose. La difficulté, c'est qu'il avait un tel niveau de détachement, tel niveau d'indépendance émotionnelle, que les gens autour de lui, et surtout ses copines, croyaient qu'il en avait rien à foutre. Et c'est devenu mon problème aujourd'hui. Au quotidien, mes copines, les filles qui m'aiment, croient que je suis un mec froid, qui en a rien à foutre. Non, c'est pas le cas, c'est juste que je me calme très vite. Je les observe faire leur crise. Si à un moment elles veulent s'ouvrir, que je les aide, je veux bien. Mais je ne vais pas me mettre moi en crise parce que j'ai des gens en crise autour de moi. Et puis ensuite, il n'y a pas eu que Tétouze qui m'a éduqué. Le maître vraiment que j'ai eu, c'est la vie. J'ai eu une vie, pour vous dire, rien que l'an dernier, j'ai eu 3 crises majeures dans ma vie dont je n'ai pas parlé et dont je ne parlerai pas parce que je ne peux pas en parler. Soit il y en a, c'est de l'ordre de la pudeur, il y en a, c'est parce que je dois le secret à des personnes, et il y en a d'autres, ça me placerait dans une position dangereuse. Même à vous, je dis pas tout. Il m'arrive des trucs dans la vie que des fois j'aimerais partager, pas juste par fierté, hein, des trucs difficiles, je ne partage pas, parce qu'il faut savoir rester raisonnable. J'ai eu une année très difficile l'an dernier, et vous n'en saviez rien. Je me suis géré, je ne l'ai pas partagé, j'ai pas commencé à baver, je n'ai pas raconté n'importe quoi, j'ai rien dit. Là, je vous en parle parce que j'ai tout réglé. Et encore, je vous en parle. Je vous dis qu'il y a eu des choses. Je ne vous dis même pas ce que c'est. Mais c'est bon, c'est passé. Là, cette année, j'espère que ça ira mieux. 3 grosses crises majeures. Je les ai encaissées. J'en ai souffert, mais je les ai encaissées comme un homme, je dirais. J'ai pas craqué, j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai pas appelé n'importe qui pour chialer, j'ai pas commencé à taper une vidéo comme certains youtubeurs en pleurant et en disant « aidez-moi, je m'en sors pas ». Non, j'ai fait face au problème tout seul. Très tôt, moi, j'ai eu plein de situations de merde tout seul, et ça a automatisé ce processus. Donc dans la vie, dès qu'il m'arrivait une merde, je solutionnais. Et je l'ai vu en groupe, que quand une merde arrivait à un groupe dont je faisais partie, j'étais toujours, franchement, si ce n'est mais un d'eux, ceux qui réagissaient le mieux. Quand tout le groupe réagissait très émotionnellement, moi j'étais en mode très calme. Je commençais déjà à être dans l'analyse des solutions ou même dans l'exécution de la solution pendant que le reste du groupe était en train de s'engueuler les uns les autres ou de faire que de la merde en fait. C'est pour ça que j'ai pas passé beaucoup de temps dans ma vie dans des groupes, parce que les membres du groupe m'étaient inférieurs tout le temps. Ça m'intéressait pas. Alors après, ça m'arrivait quand j'étais dans le groupe très rapidement de devenir le leader, mais vu que c'est des groupes qui ne s'étaient pas formés autour de moi, c'est des groupes qu'à la base je rejoignais parce qu'ils m'intéressaient, puis j'en devenais le leader naturellement parce que j'avais plus d'énergie que tout le monde, et les gens ne suivaient pas, ou alors ils entraient en conflit avec moi parce qu'à la base, l'objet du groupe, ce n'était pas de me suivre, c'est de faire autre chose, mais ils faisaient mal, et moi je leur montrais comment bien faire, et à un moment je disais « Ah non, je me casse ».
Il y a juste le groupe des écoliers avec Jérôme Ortega, où là, j'ai jamais voulu prendre la place du chef parce qu'il était plus puissant que moi. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Et aujourd'hui, il y a DBL. J'ai fini par créer mon propre groupe et on est là. Salut mec, merci d'avoir passé ce moment avec moi, j'apprécie. Et évidemment, dans cette vidéo, il y avait juste des émotions, des anecdotes. J'essaye de t'intéresser sur le sujet du contrôle émotionnel, de te faire comprendre à quel point c'est important. Mais c'est pas en regardant cette vidéo que tu vas changer. Non, pour changer, il faut forcément faire de la pratique. La pratique, elle se fait soit avec le Sextao, soit sur DBL. C'est là où, pendant le développement des lives privés, je donne des exercices concrets qui sont pas là en vidéo. Tu vois, un live privé, il fait 2 heures. Là, la vidéo, elle fait 10 minutes. Et dis-toi que même, c'est pas regarder une vidéo de 2 heures qui va t'apprendre le contrôle émotionnel. Non, non. C'est juste de prendre des notes sur les exercices pour pouvoir les exécuter et les répéter. Et là, derrière, tu fais des progrès. Évidemment, il y a des résultats. Bon, je te fais une bise. À plus. En description, tu trouveras tous les liens.